Dans les 15 prochaines minutes, vous allez découvrir comment un régime totalitaire contrôle chaque aspect de votre vie. Comment une théocratie transforme des textes sacrés en instruments de pouvoir. Et comment une kleptocratie vide systématiquement les caisses de l'État pendant que vous luttez pour joindre les deux bouts. Mais ce n'est que le début. Cette vidéo est votre guide complet des 11 systèmes politiques les plus dangereux pour vos droits civiques. Nous explorerons leur structure et leurs méthodes de contrôle. Ne changez pas de chaîne si vous voulez comprendre le jeu politique qui se joue autour de vous. Le fascisme, la nation comme religion. Le fascisme transforme votre instinct de protection communautaire en un outil de division. Né dans les années 1920 comme rejet radical du libéralisme et du socialisme, ce système politique ne divinise pas seulement un leader, mais l'idée même de la nation, devenue une entité mystique exigeant des sacrifices dévastateurs. Le fascisme, c'est comme si le nationalisme et le militarisme avaient eu un enfant terrible, élevé dans un bain de croyances raciales. Le nationalisme ordinaire prend ici des proportions mystiques. Mussolini l'a parfaitement illustré, en cherchant à ressusciter la gloire de l'Empire romain, tandis que Hitler promettait 1000 ans de règne à son Reich. Le fascisme se nourrit des crises. Il prospère quand la société est fragilisée, offrant une solution simple à des problèmes complexes. L'unification totale sous un leader charismatique, qui incarne littéralement la volonté nationale. Ce leader n'est pas un simple politicien. Il est présenté comme un prophète, un sauveur mythique capable de restaurer une grandeur perdue. Ce qui distingue vraiment le fascisme, c'est son attitude envers la violence. Là où d'autres régimes utilisent la violence comme un outil pragmatique, le fascisme la célèbre comme une force purificatrice. La guerre et l'impérialisme deviennent des moyens de régénération nationale. Dans l'Allemagne nazie, cette obsession pour la pureté s'est cristallisée autour du concept d'une idéologie de la supériorité raciale, justifiant discrimination et violence contre les groupes marginalisés. Les juifs, les homosexuels et diverses minorités ethniques sont devenus des cibles injustifiées. L'autre, contre lequel la nation pouvait définir son identité. Le fascisme crée un monde binaire, nous contre eux, pureté contre corruption, force contre faiblesse. Il transforme des citoyens ordinaires en participants actifs à leur propre oppression. Non pas principalement par la terreur, mais par la séduction d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Il offre une identité collective puissante à ceux qui se sentent déracinés et un sentiment de mission historique à ceux qui se sentent insignifiants. L'État communiste, l'égalité forcée. Imaginez un paradis où tous sont supposément égaux, mais où certains deviennent mystérieusement plus égaux que d'autres. Bienvenue dans l'État communiste, où la promesse d'utopie cache souvent un système bureaucratique rigide que personne n'ose critiquer. Ce système politique affiche fièrement ses intentions révolutionnaires, abolir les classes sociales, donner le pouvoir aux travailleurs et créer une société parfaitement égalitaire. Mais dans la pratique, la création d'une nouvelle élite au sein du parti remplace simplement l'ancienne aristocratie. Un parti unique monopolise tout, de l'économie planifiée au moindre détail de la vie quotidienne. Prenons l'URSS de 1932-1933, où la collectivisation forcée a créé une famine dévastatrice qui a coûté la vie à des millions d'Ukrainiens. Ou la Chine, pendant le grand bond en avant de Mao, quand des millions de personnes ont péri alors que les responsables du parti envoyaient des rapports erronés concernant les récoltes. Sans oublier le Cambodge, sous le régime des Khmers rouges, où posséder des lunettes pouvait vous rendre suspect d'être un intellectuel et donc exposé à des persécutions sévères. L'ironie est cruelle. Un système conçu pour libérer les masses crée une nouvelle forme de contrôle où le privilège n'est plus déterminé par la richesse, mais par la fidélité au parti. Les inégalités économiques disparaissent pour être remplacées par des inégalités politiques tout aussi marquées. Vos droits, ils existent, mais sous forme collective. Vous avez droit au travail, mais pas celui que vous choisissez. Au logement, mais pas où vous voulez. À l'éducation, mais selon le programme approuvé par le parti. La vie privée, un concept suspect de l'ancienne société. L'autoritarisme, le pouvoir sans limite. Imaginez un régime politique où tout semble fonctionner normalement. Les gens font leurs courses, regardent la télé et postent des selfies. Mais essayez de critiquer le gouvernement et pouf, votre vie devient un cauchemar bureaucratique. En Russie, une simple manifestation pacifique peut vous valoir des années de prison. En Chine, un post critique sur les réseaux sociaux peut vous faire disparaître de la scène publique. Ou pire. Bienvenue dans l'autoritarisme moderne, le système qui vous maintient en laisse sans que vous sentiez le collier. Contrairement aux dictatures d'antan qui affichaient fièrement leurs tanks dans les rues, les régimes autoritaires d'aujourd'hui ont compris que l'oppression fonctionne mieux quand elle est invisible. Ces dictateurs du spin préfèrent les méthodes subtiles. En Hongrie, les médias indépendants sont rachetés un à un par des proches du pouvoir.
En Turquie, les journalistes trop curieux finissent en prison. Et en Biélorussie, une élection truquée peut se solder par l'exil forcé des opposants. Ils organisent régulièrement des élections juste pour se légitimer. En Russie, le chef de l'État gagne toujours avec des scores qui frôlent l'absurde. Ils permettent une presse libre mais contrôlée par leurs alliés. En Chine, les journaux peuvent critiquer, tant qu'ils ne touchent pas au parti. Ils maintiennent des tribunaux qui condamnent mystérieusement tous les opposants. C'est comme jouer aux échecs quand votre adversaire peut changer les règles à volonté. Dans ce monde orwellien moderne, vos droits existent techniquement. Vous pouvez voter, mais seulement pour ceux que le pouvoir a validés, comme en Iran. Vous pouvez parler librement, sauf si trop de monde vous écoute, comme en Russie. Le totalitarisme quand l'État devient votre réalité. Vous pensez que l'autoritarisme est flippant ? Attendez de découvrir ce qui arrive quand un État décide que contrôler vos actions ne suffit plus et qu'il lui faut aussi posséder vos pensées. Le totalitarisme n'est pas juste un régime politique plus sévère. C'est une mutation fondamentale où vous cessez d'exister en tant qu'individu pour devenir une simple cellule dans le grand corps collectif de l'État. Comme l'a décrit Hannah Arendt, le totalitarisme transforme les citoyens en individus atomisés et isolés, complètement reconfigurés par l'idéologie dominante. Dans ce système, inventé au début du XXe siècle et perfectionné par des régimes comme l'Allemagne nazie ou l'URSS stalinienne, l'État ne se contente pas de surveiller votre comportement, il reprogramme littéralement votre cerveau. En Corée du Nord, le régime de Kim Jong-un a poussé cette idéologie à un degré extrême, où la loyauté envers le leader et l'idéologie d'État est au cœur du système. Ce qui distingue vraiment le totalitarisme, c'est qu'il exige votre participation enthousiaste. Là où l'autoritarisme préfère que vous restiez tranquille dans votre coin, le totalitarisme vous force à participer activement à des rassemblements, des dénonciations, des démonstrations publiques de loyauté. En Chine, le Parti communiste a instauré un système de rééducation où les citoyens sont soumis à des programmes de conditionnement idéologique, notamment à travers les centres de rééducation au Xinjiang, où des millions de Ouïghours sont forcés à s'adapter à l'idéologie du parti. Rester silencieux devient un acte de résistance. Dans ces systèmes, vos droits n'existent plus. La surveillance n'est plus une opération externe, elle est intégrée dans le tissu social. En Corée du Nord, les citoyens sont surveillés en permanence, non seulement par des agents de l'État, mais aussi par leurs proches dans un système de vigilance sociale. Vos propres enfants peuvent être encouragés à vous dénoncer pour déviation idéologique. En Chine, le système de crédit social récompense ceux qui adhèrent à l'idéologie d'État et punit ceux qui dévient, faisant de la délation un aspect normal de la vie quotidienne. Les régimes totalitaires vont jusqu'à manipuler le langage lui-même, créant ce qu'on appellerait une novlangue, qui rend impossible la formulation de pensées dissidentes. Le culte de la personnalité autour du leader suprême atteint des proportions quasi religieuses. Ce n'est plus un simple dirigeant, c'est une figure infaillible, presque divine, dont la sagesse ne peut être remise en question. En Corée du Nord, le culte de la personnalité autour de Kim Jong-un et de ses ancêtres est très présent. Les statues de Kim Il-jung et Kim Jong-il occupent une place centrale, et des lois restreignent sévèrement la critique. Les vérités scientifiques ou historiques sont constamment révisées pour s'aligner sur l'idéologie officielle. En Chine, le Parti communiste ajuste fréquemment l'histoire et même certains faits scientifiques pour les aligner avec l'idéologie du régime, la dictature militaire gouvernée par les armes. Contrairement au fascisme qui cherche à vous faire aimer votre propre servitude, les dictatures militaires ont une approche bien plus directe. Elles imposent leur contrôle par la force. Quand les hommes en uniforme s'emparent du pouvoir, ils arrivent généralement à bord de tanks, et non avec des discours inspirants. Ce qui est fascinant, c'est que ces régimes ne durent souvent que quelques années, un règne court mais suffisant pour détruire des décennies de progrès social. Les dictateurs militaires adorent se présenter comme les gardiens impartiaux de l'État, venus restaurer l'ordre. C'est leur formation qui les rend particulièrement dangereux. Ils sont déjà programmés pour accepter la violence comme outil politique légitime et leur vision du monde est binaire. Ordre ou chaos, obéissance ou punition. Pas étonnant qu'ils sous-estiment constamment l'importance de la négociation dans les processus politiques. Ces régimes prospèrent dans les démocraties fragiles, particulièrement dans cette période vulnérable juste après leur création, avant que des réformes militaires complètes ne soient mises en place. L'armée devient alors une sorte de gouvernement parallèle, où le Conseil des officiers remplace le Parlement. Au Chili sous Pinochet, ou en Argentine sous la junte militaire, des milliers de citoyens ont simplement disparu, emmenés dans des centres de détention secrets pour être emprisonnés ou privés de leurs droits. Dans ces sociétés transformées en casernes géantes, la désobéissance n'est plus une option politique, mais un acte répréhensible, passible de sanctions sévères. La vie sous une dictature militaire
ressemble à un service militaire obligatoire, perpétuel, pour l'ensemble de la société. Sauf que dans ce régime, la prospérité économique reste souvent un rêve lointain. Ces dictatures sont rarement efficaces pour développer l'économie, ce qui finit par menacer leur légitimité déjà fragile. Aujourd'hui, des exemples comme le Myanmar, où l'armée a renversé un gouvernement démocratiquement élu en 2021, et l'Égypte, où le général Abdel Fattah el-Sisi dirige le pays après un changement de pouvoir en 2013, illustrent l'actualité de cette forme de régime. Ces régimes militaires, tout en maintenant l'ordre par la force, continuent de briser les rêves d'une société civile libre et prospère.